Le FLN impuissant. Au début de la décennie 1980, le FLN de la guerre de libération nationale, en phase avec la population, n'existe plus. Le FLN post-libération pâtit de la guerre menée contre le GPRA par les 5 leaders historiques libérés en 1962, puis de la guerre qui les oppose les uns aux autres. Le FLN soumis à des tiraillements et instrumenté ne peut aller très loin. Boumedienne, une fois seul aux commandes, l'utilise comme voie de garage pour personnalité dérangeante. C'est le boulevard des allongés. Ne sachant que faire des anciens chefs des wilayas historiques qui s'opposent à Ben Bella en 62 et qui se rallient à lui après le 19 juin, Boumedienne désire en faire des auxiliaires de son pouvoir. Il ne reste pas longtemps dans le bureau politique, régenté par un de ses proches, le jeune shérif Belkacem. Boumedienne n'aime pas un parti où on palabre et critique et qui en plus prétend dicter sa feuille de route au régime. Le FLN est utile pour vendre les idées du chef, faire voter correctement les gens et surtout surveiller et établir des rapports. C'est une annexe de la police politique. Aïd Ahmed, à la faconde cacophonique, tient pendant un temps le rôle de stentor du régime. Le FLN, dont Ben Jdid, une fois président, espère faire le moteur du renouveau et de la libéralisation, s'est bureaucratisé et sclérosé. Les organisations de masse sur lesquelles le nouveau régime prétend fonder son assise sont le refuge des opportunistes et des candidats à la prébande. Prenant le contre-pied de Houari Boumedienne, Ben Jdid essaie de revivifier le FLN en lui donnant des moyens humains et financiers. Le parti se restructure. Il est présent dans les communes les plus reculées du pays. Il bénéficie d'un programme important de construction de casemates et de muhafadat. L'argent ne manque pas. L'UNFA lance des centres de formation professionnelle pour jeunes filles. L'UGTA réhabilite ses locaux. L'Amicale des Algériens en France fait de l'action sociale. La pléthorique administration du parti contrôle, en apparence, les rouages de l'État, mais le FLN, fourvoyé par les personnalités qui le dirigent dans d'éternelles luttes d'influence, devient encore moins que ce qu'il était sous Houari Boumedienne, un appareil budgétivore, parasitaire, un passage obligé pour ceux qui veulent obtenir des fonctions électives ou occuper des postes dans l'administration. Le pouvoir encourage l'éclosion des organisations patriotardes. Cette masse de grands et petits privilégiés qui s'agitent et clament les slogans usés de la révolution et du socialisme absorbe par capillarité toutes les transpirations alentour. En sécrétant d'autres tentacules, elle donne au système l'illusion d'une surface populaire. Dans une société pénuriste, aux perspectives bouchées chaque année davantage, cette catégorie de citoyens apparaît aux yeux de la population comme une caste d'insatiables profiteurs. C'est partout la course aux privilèges. La grande guerre de libération nationale est devenue un fonds de commerce. C'est à qui arrache plus vite que le voisin la fameuse attestation qui fera de lui un citoyen à part entière, un membre du nouveau premier collège. Ancien réfugié en Tunisie et au Maroc, n'ayant jamais touché à une arme ou approché une unité combattante de l'ALN, copain d'authentiques moudjahidines, ayant connu la guerre de libération par oui dire, fonctionnaire en quête d'avancement, commerçant désireux de se vêtir du burnous protecteur de la révolution. Mohamed Cherif Msaadia, responsable de l'appareil du parti, est le chef de file des conservateurs, accroché fermement à la vieille bouée populiste du sigle. Il s'adonne à la routine des réunions verbeuses et du protocole. Comme il connaît bien Ben Jdid, il évite de lui faire de l'ombre. Il sait y faire, ne se départit jamais de son rôle de syndic. Au siège du parti, il aménage un bureau pour le propriétaire légitime et il évite ostensiblement de l'occuper. Il garde ses distances, soigne sa représentation auprès des éminences grises, entretient des relations privilégiées avec Hadi Khdiri, qui est l'homme qui monte. Il fait ainsi savoir au titulaire qu'il n'est pas un rival, mais seulement un majordome veillant sur la bonne tenue de la maison. Dans quelque temps, le forcing de Mouloud Hamrouch pour faire passer ses réformes mettra Msaadia dans une situation inconfortable et le poussera à faire de la résistance passive.
C'est cette opposition larvée et discrète, mais qui inquiète Benjdid, qui pousse ce dernier, conseillé par Mouloud Hamrouch, à faire appel à la rue. J'y reviendrai. Les difficultés de la vie, mises au compte de l'État FLN, provoquent la désaffection, le mépris et la haine, comme il apparaîtra au cours des journées d'octobre, quand les jeunes révoltés s'en prendront prioritairement au symbole de l'État. La corruption non combattue, ou à peine, l'enrichissement rapide, les scandales à répétition font apparaître le FLN comme la source de tous les maux. Affaibli, fragilisé définitivement par l'ancienne guerre des chefs, sans cahier des charges précis, rempli de has-been en attente du coup de fil libérateur, frappé d'inertie, aucun souffle ne traverse le FLN de Msaadiya. Dès que le pouvoir dont il est l'interface menace de s'écrouler, le FLN se montre sous son vrai jour. Une association de personnes amorphes, rabâchant sans y croire les vieux slogans populistes du sigle dont la population se gosse volontiers. Au moment de la montée des périls, le FLN n'a déjà plus la possibilité de faire une lecture réaliste des phénomènes qui agitent le substrat urbain. Ces dirigeants n'ont ni la perspicacité, ni la compréhension des enjeux, ni le courage, ni les moyens pour contrer la propagande des salafistes. Déjà, avant la venue au pouvoir de Benjdid, quand les idées égalitaires que véhicule le socialisme donnent l'occasion aux intégristes de tisser des liens avec ceux qui se sentent lésés par les nationalisations de Houari Boumediene, le FLN n'entreprend aucune campagne d'explication efficace pour faire valoir le point de vue officiel, alors que son rôle précisément est de défendre les grandes options socialistes et de susciter autour d'elles l'adhésion de la population. Dès le milieu de la décennie 80, le mouvement salafiste aligne, avant même sa légalisation, des dizaines de milliers de militants ou de sympathisants qui arborent des slogans politico-religieux et des signes vestimentaires épileux qui les rendent terriblement visibles. La nébuleuse islamiste est parcourue par de nombreux courants, mais les différences ne sont que différents de chefs. La base, elle, adhère à la même idéologie et obéit au même mot d'ordre. Il n'y a aucune frontière idéologique entre les aspirants au paradis. Tous les sigles sont dominés par le I, le poinçon authentificateur des différentes formations, de la plus radicalisée à la plus modérée. L'islamisme en marche. Nul parti comme à la présidence de la République ne semble s'inquiéter de la mainmise de plus en plus forte des intégristes sur des pans entiers de la société. Le printemps berbère et ce qu'il représente comme danger, selon les sentinelles du régime, conduit le pouvoir à ériger la mouvance islamiste comme le meilleur contrepoids au péril berbère. Dans l'indifférence des autorités, des personnalités de la mouvance recrutent ouvertement de jeunes Algériens pour le djihad en Afghanistan occupé par les soviétiques. Des prêches dans les mosquées appellent à la guerre sainte contre le Satan soviétique sont provoqués de réactions de la part du gouvernement. La protection dont jouissent les leaders salafistes paralyse l'autorité judiciaire et lie les mains des services de sécurité lorsqu'ils décident de les interpeller pour leur implication dans l'organisation de filières djihadistes. Les militants qui affichent leur accoutrement sont combattus d'abord par la dérision. Ridiculisez-les et le mot d'ordre. Arrêtez la crue de l'Oued par l'incantation. Bientôt, le pouvoir découvre à qui il a affaire. Les colibés censés provoquer le ridicule et par ricochet l'éclaircissement de leurs rangs élargissent et cimentent leur foule. L'immense rassemblement de militants à Alger-Centre devant la fac centrale montre le degré d'audience et d'organisation des intégristes. Benjdid, tout à sa confrontation avec d'anciens membres du Conseil de la Révolution, ne réagit pas ou mollement. Alger est devenu un conglomérat de bidonvilles, les lois réductrices de la clochardisation marginalisent des quartiers entiers. L'absence d'une approche environnementale de l'espace pour maîtriser l'expansion démographique produit le rétrécissement des surfaces cultivables et rend impossible une politique cohérente de la ville. L'individu confronté à des difficultés de tout ordre perd les réflexes de civisme autorégulateur des sociétés policées. Il succombe à la tentation de l'émeute pour crier son désarroi, ou bien il prête l'oreille à ceux qui lui promettent un monde meilleur, pourvu que tombe l'état des taroutes, tyrans, et sombre la république des koufars, athées.
Le chômage qui frappe de plein fouet une partie de la population, les jeunes surtout, le désarroi de dizaines de milliers de diplômés arabophones qui ne trouvent pas de débouchés dans une administration dominée par les francophones contribue à renforcer puissamment la base des fondamentalistes. Le noyau originel des salafistes, avant le déferlement du tout venant violent qui finira par mener le futur parti-fils à sa perte, est composé de militants qui observent avec rigueur les convenances extérieures et ne se permettent jamais de mots frivoles ou de comportements légers. Ils donnent à l'acte d'exister un sens exclusivement religieux avant d'évoluer vers la revendication politique. Ils savent avec beaucoup de patience répandre les slogans simplistes de leur maître à penser, obtenant aussi d'innombrables ralliements. L'exemple de leur piété ostensible édifie les incrédules et provoque, dans chaque cage d'escalier, hier puant le cannabis, le miracle de l'année. Les jeunes désœuvrés abandonnent leur vie dissolue, gagnent leur rédemption, entrent dans la confrérie et deviennent à leur tour prophétaillants sur leur bout de trottoir. Forts de la considération du petit peuple, ils se postent au point de convergence des fidèles. Les mosquées, d'abord au milieu du rang, puis sur le minbar, cher à prêcher. Le discours insipide des imams officiels est étouffé par leurs prêches enflammées. La somme de leurs théorèmes produit les certitudes hermétiques des fanatiques. Le peuple ne connaît de ces mots que l'effet. Ils lui en révèlent des causes qui arrangent leur affaire. L'outrance de leurs verbes, de jour en jour plus politisés, le caractère provocateur de leur attitude à l'égard d'un pouvoir d'abord trop sûr de lui, puis craintif, fait naître chez eux davantage de hardiesse. Nous ne pouvons pas, nous, militaires, tenus dans les limites que nous impose notre condition, intervenir directement sur le terrain. Mais nous ne manquons pas de mettre en garde contre l'embrigadement rampant de la jeunesse et les conséquences sur le moral de la population des infractions à la loi dont se rendent coupables les affidés. L'ANP à la veille d'octobre 88. À la veille des événements d'octobre 1988, qu'en est-il exactement de l'ANP ? Va-t-elle se trouver prise dans la même spirale de déliquescence que celle qui entraîne l'institution présidentielle, le FLN et une partie de l'administration ? Ainsi que je l'écris dans le premier livre de mes mémoires, c'est en 1984 que l'état-major de l'ANP est créé avec des commandements de forces terre, mer, air, dotés de structures organiques propres avec une répartition précise des missions. La restructuration que nous menons jusqu'à son terme au milieu de la décennie 1980 brise définitivement les fiefs régionaux qui se constituent pendant 2 décennies. Elle permet à l'ANP de passer de l'échelon brigade à l'échelon division, devenant en capacité de mener des actions opérationnelles combinées. Le rodage des manœuvres répétitifs du plateau de Tindouf pendant une grande partie des décennies 1970 et 1980 met à l'épreuve du terrain l'organisation, les hommes et les matériels. L'ANP, ainsi réorganisée, peut faire face efficacement aux menaces contre l'État républicain qui commencent à apparaître à partir de la seconde moitié de la décennie 1980. Il est important de garder à l'esprit que la restructuration ne signifie nullement une professionnalisation au sens où on l'entend généralement. La ressource humaine de l'ANP reste plus que jamais populaire. Le projet de base de Houari Boumediene demeure valable. Le noyau essentiel de l'armée est constitué par les paysans, les ouvriers, améliorés dès 1971 par des contingents plus affinés provenant des différentes écoles et universités du pays.